Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Coupé. Cette fable de Jean de La Fontaine résonne avec force en ces temps de Covid-19. D'où vient cette nouvelle peste qui a terrassé le monde ? Pour comprendre, allons écouter les scientifiques qui, comme lui, Rodolphe Gozlan, tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Ils parlent de zoonoses, ces maladies que transmettent les animaux à l'homme. Leur nombre a explosé au cours des 50 dernières années. Pourquoi ? Les scientifiques disent aussi qu'il y a un lien avec la destruction de la biodiversité. Les chiffres font froid dans le dos. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, dont un quart des mammifères. La majorité des espèces en danger vit dans les forêts tropicales qui se réduisent comme peau de chagrin. Comment il s'appelle, lui ? Gibbon à casque. Alors, si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains ? Alors, si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi, parce qu'on a besoin d'eux pour être en bonne santé. Nos destins sont intimement liés. Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Donc, on est tous sur le même bateau. Au cours des 20 dernières années, 60 millions d'hectares de forêts tropicales ont été arrachés pour exploiter le bois et les mines d'or ou de cuivre, pour élever du bétail, pour développer les monocultures de soja transgéniques destinées à nourrir les élevages intensifs européens, ou pour implanter des palmiers à huile utilisés par l'industrie agroalimentaire ou comme biocarburant. Rodolphe Gozlan a conduit de nombreuses études sur les liens entre la déforestation et l'émergence de maladies infectieuses. C'est donc avec lui que nous commençons notre périple pour comprendre l'origine des pandémies. Nous sommes en Guyane. En langue amérindienne, ce nom signifie « terre d'eau abondante ». Combien ? Nous remontons le fleuve Sinamari depuis le barrage de Petit Saut. Des millions d'arbres ont été engloutis pour construire cet ouvrage qui alimente en électricité la ville de Cayenne et le centre spatial de Kourou. C'est vraiment très impressionnant, cet énorme cimetière végétal qui recouvre 3 fois la superficie de Paris. Regarde la forêt comme ça. Il y a quelque chose d'originel là-dedans. Il y a quelque chose de fort parce que c'est là, quoi, tu vois. À la naissance du monde, il devait y avoir ça, quoi. Parce que c'est une forêt primaire. Ouais, parce qu'elle était là avant nous, parce qu'elle sera là, j'espère, encore longtemps.
Mais la biodiversité, c'est l'infinie beauté du monde, du micro-organisme jusqu'au jaguar, jusqu'au panda. Tu comprends? Alors, il y a quand même 650 espèces de moustiques. Euh, Et là, alors là, la biodiversité, À quoi ça sert? Mais justement, il vaut mieux avoir beaucoup de moustiques qu'un seul qui s'appelle le moustique tigre. En ville, tu as moins de diversité de moustiques, mais ils sont plus ils sont plus dangereux. Vive les 650 moustiques! Nous attendions ce moment avec impatience. Être en Amazonie. La plus grande forêt tropicale du monde. À ce titre, elle héberge une extraordinaire biodiversité. En Guyane, par exemple, on a recensé 200 espèces de mammifères, 700 d'oiseaux et 500 de poissons. Sans oublier les arbres, bien sûr. Plus de 1200 espèces qui sont les piliers de l'écosystème amazonien. Tu vois, ça, c'est un ficus étrangleur. C'est un arbre qui se met autour d'un autre arbre et qui va l'entourer comme ça, jusqu'à l'étouffer. Donc à l'intérieur, l'arbre originel meurt, est en train de pourrir, et sert de support au ficus. Et ça fait aussi des petites figues que les animaux mangent. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette forêt tropicale en termes de biodiversité animale et végétale? Alors, comparé aux forêts tempérées qu'on aurait en Europe, c'est des forêts qui sont extrêmement diverses. Parce qu'en fait, il y a un combat pour la lumière. Les arbres sont très grands, n'ont pas de branches, sont assez droits, parce qu'ils vont chercher la lumière. Mais après, ceux qui vivent en dessous se développent aussi pour essayer de récupérer ce qui reste de lumière. Et cette diversité donc de supports végétaux et de niches va créer aussi une diversité pour les animaux. Alors on a ici des espèces mythiques, le jaguar. On appelle ça des espèces clés. Si tu supprimes ces prédateurs de haut rang, tu vas avoir une prolifération de proies qui va déséquilibrer l'écosystème. Nous avons aussi des toucans. Donc tu as un bec qui est disproportionné par rapport à la taille de l'oiseau. Tu comprends bien qu'il a exploité une niche particulière de nourriture, de noix, et son bec permet de casser des graines qu'un autre oiseau pourrait pas. Pourquoi y a-t-il plus d'agents pathogènes dans des zones tropicales comme ici? Les agents pathogènes ne sont pas séparés du reste de la biodiversité. Ils font partie intégrante de la biodiversité. On parle de bactéries, de virus et de parasites. De la même façon qu'on a vu, il y avait une grande diversité végétale, une diversité animale. Il y a aussi une grande diversité de micro-organismes, dont des agents pathogènes, et qui sont distribués sur différents organismes, des invertébrés. Des fois, ils sont libres aussi, des mammifères ou des oiseaux. Et donc les zones tropicales sont effectivement des zones riches en pathogènes. Rodolphe est un écologue de la santé, c'est-à-dire qu'il étudie les liens entre les modifications de l'environnement et l'émergence de maladies infectieuses. Sa spécialité, c'est l'ulcère de Buruli, qui est provoqué par une mycobactérie aquatique de la même famille que les bacilles de la lèpre et de la tuberculose. L'ulcère de Buruli provoque de graves lésions cutanées. Il a été déclaré maladie émergente par l'OMS en 1998. Sa fréquence a augmenté dans 33 pays, surtout dans les régions tropicales. On regarde là, on a des crevettes. Parmi d'autres invertébrés, sont des réservoirs de la mycobactérie, qui va plus tard donner l'ulcère de Buruli. Qu'est-ce que c'est un réservoir? En fait, les réservoirs, ce sont des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler de l'agent infectieux, mais ne vont pas développer la maladie. Mais cette mycobactérie, à l'origine, elle est dans les plantes, elle est dans le végétal.
En fait, elle est libre, mais elle va se développer dans les microalgues. Et les microalgues vont se développer sur les plantes aquatiques. Tous ces petits organismes qui sont on appelle ça des brouteurs, qui vont se nourrir de ces microalgues, vont accumuler ces bactéries-là. Elles se développent sur des substrats qui sont généralement favorisés lorsqu'il y a de la lumière. Or, en forêt, on se retrouve dans un système très sombre, avec beaucoup de couverture végétale, une grande canopée. On a du sable et tout ça, mais on a très peu de végétation. Donc, ce sont des systèmes relativement pauvres en invertébrés. Donc, on va la retrouver, la mycobactérie, mais en petite quantité. Dans un système comme ça, tout reste à bas bruit. Et ça, c'est grâce aux arbres, en fait. On pense que c'est aquatique parce que la mycobactérie est aquatique, mais ce sont les arbres qui permettent ça. C'est un équilibre et une harmonie qui nous protège. Tout à fait. C'est notre protection. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Modifier les écosystèmes, créer les conditions pour l'émergence de maladies infectieuses chez les humains. Petit à petit, je suis entrée dans l'univers de la biologie, tout à fait nouveau pour moi. C'était passionnant d'observer, d'apprendre, de comprendre quels sont les liens du vivant, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Quand j'ai vu Rodolphe s'enfoncer dans cette zone devenue marécageuse après l'abattage des arbres, je me suis dit qu'il ressemblait plus à un détective qu'à un scientifique, prêt à tout pour traquer la minuscule bactérie responsable de l'ulcère de Bourly. Et tu vois, par rapport à des sites de forêt primaire, on se retrouve avec beaucoup plus de débris, de végétation, il n'y a pas de sable. Alors, comment l'écosystème a été modifié ici? À partir du moment où tu coupes les arbres, tu crées une surface d'eau où on a une prédation beaucoup plus facile par les oiseaux, des gros poissons prédateurs, puisqu'il y a une visibilité plus grande. Tous les poissons carnivores de haut rang vont disparaître. On va se retrouver avec des poissons encore, mais qui vont être plutôt des herbivores. On va avoir une prolifération de tout ce qui est invertébré. Et puis, comme on a plus de lumière aussi, on va changer les conditions du milieu. Donc, ça va se réchauffer, on va avoir moins d'oxygénation, on va avoir des plantes qui vont pousser, ce qui fait qu'on a derrière un support végétal qui va permettre à un film bactérien de se développer. Donc, tous les petits invertébrés qui vont se charger en mycobactéries. Mais comment ça peut être dangereux pour l'homme alors? Alors, ce système-là, il est dangereux parce qu'on augmente la charge infectieuse. Donc, quelqu'un qui va marcher sur un palmier, qui va se piquer, ou quelqu'un qui a une blessure et qui rentre dans l'eau, a des grandes chances d'attraper la maladie. Retour à Cayenne, la capitale de la Guyane. Dimanche brumeux, mais studieux. Une vingtaine de professionnels de la santé participent à un séminaire sur la recherche scientifique appliquée aux maladies émergentes. Ça va être intéressant le cours. Rodolphe et l'épidémiologiste Mathieu Nacher ont co-signé une étude qui fut bouclée 2 mois avant que la Chine enregistre les premiers cas de Covid-19 à Wuhan. Et le plus étonnant, c'est qu'ils avaient prédit qu'une pandémie risquait d'émerger dans cette partie du monde. La science, les publications ont montré quand même que les épidémies, elles étaient de plus en plus fréquentes, qu'elles se rapprochaient, qu'elles étaient de plus en plus pandémiques. Il y a eu la dengue, il y a eu le chikungunya, puis après il y a eu le Zika, puis après il y a eu le Covid. Depuis longtemps, toute la problématique, c'est de prédire où va apparaître la prochaine maladie émergente et laquelle va apparaître, etc. Donc on a essayé d'avoir une approche qui nous permettait de comprendre les liens entre des variables environnementales et les maladies infectieuses. On a identifié les facteurs d'émergence. Bien qu'on ait des maladies totalement différentes, elles ont des facteurs communs d'émergence. Donc on a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies. On voit en regardant à travers le monde que quand on empile ça et ça, c'est les conditions d'émergence. Alors concrètement, quelles zones à risque avez-vous identifiées? Il y avait 2 régions qui sortaient du lot, on va dire, et qui étaient
l'est de la Chine, qui comprend Wuhan, et puis l'Ouganda, au niveau de l'équateur, en Afrique de l'Est. Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan? Il y avait les conditions nécessaires pour que ce cocktail dangereux émerge. Le fait que ça sorte comme une zone d'émergence d'une maladie qui maintenant affecte tout le monde montre que le travail qu'on avait fait en amont a un sens. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut prévoir et empêcher une épidémie d'éclater. Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. Ça, on peut le prévoir. L'urgence, pour moi, elle est dans la gestion des causes qui amènent ces maladies-là. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour monsieur, bonne arrivée. Merci. Il y a la gazelle ici, il y a le pangolin, il y a le crocodile. On peut s'ouvrir un petit peu. Pangolin. Tous ces animaux sont destinés à être mangés. C'est ce qu'on appelle au Gabon de la viande de brousse. Il y a une antilope là, le pangolin est là, 5000. En 1976, un virus très mortel baptisé Ebola est apparu en Afrique. La première victime identifiée avait consommé du singe. Mais cette histoire n'inquiète pas Joséphine, la bouchère. Celui qui a amené Ebola, on ne sait pas qui. Mais depuis que nous on a commencé à manger ça, on n'est pas mort à cause d'Ebola. C'est bon pour la santé. Parce que là-bas en brousse, il n'y a pas de produits. Comme le poulet, comme la viande hachée. Ça, c'est la viande fraîche. Gaël Maganga est un virologue spécialiste du virus Ebola, auquel il a consacré sa thèse de doctorat. Ebola is classified as one of the most lethal diseases on the planet, with a fatality rate up to 90%. Ebola is caused by 6 species of virus. The first species was discovered in 1976 near Zaire's Ebola River. Les symptômes de la maladie, c'est une hémorragie généralisée, avec des saignements au niveau de tous les orifices du corps, la bouche, le nez. Ebola se transmet principalement par le contact d'une personne malade vers une personne non malade, avec tous les fluides du malade, le sang, les urines. Pour l'instant, la transmission aérienne n'a jamais été démontrée, et j'ai envie de dire heureusement, parce que le jour où cette transmission par voie aérienne s'installe, je pense que ce sera dramatique pour la planète. Gaël travaille au Centre international de recherche médicale de Franceville, situé dans le sud-est du Gabon. Créé en 1979, le CIRMF a d'abord travaillé sur le sida, qui a été identifié officiellement 2 ans plus tard aux États-Unis. C'est aussi une zoonose et une maladie émergente. Le VIH provient des grands singes, avec qui nous partageons 99% de nos gènes. Ce sont nos cousins. Le CIRMF attire des chercheurs du monde entier, car il héberge un laboratoire P4 ultra sécurisé habilité à travailler sur des virus très dangereux, comme celui d'Ebola. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine du virus, c'est que les chauves-souris seraient les espèces animales réservoirs du virus. On pense que les singes sont les hôtes amplificateurs, donc chez lesquels le virus Ebola mute et se transmet à l'homme. Les grands singes se contamineraient via la consommation de fruits souillés par les urines ou les excréments de chauves-souris. Et les humains se contamineraient à partir de ces grands singes-là via la chasse, le dépeçage, la manipulation des carcasses de ces animaux-là.
Au Gabon, la forêt recouvre plus de 90% du territoire. Dans ce pays d'Afrique centrale, l'élevage et l'agriculture sont quasiment inexistants. Chaque année, on y consomme 15 000 tonnes de viande de brousse, qui représente la principale source de protéines pour les populations rurales. Comme ici à Bembikani, où la chasse est la principale activité économique. Nyama Yudinga. Nyama Yudinga. Nyama Yudinga, c'est-à-dire chasse durable. Le village participe à un programme financé principalement par l'Union européenne, baptisé Gestion durable de la viande de brousse. L'objectif du projet, c'est de mettre en place un système de chasse durable au Gabon. C'est-à-dire que vous... Le programme est coordonné par Adrien Vanthomme, un vétérinaire du CIRAD, et son collègue Yvéric Moubagou. Moi, c'est Michili. J'occupe la fonction de facilitatrice communautaire. Donc, je travaille avec les chasseurs depuis un bon bout de temps sur la mise en place des comités des chasseurs pour suivre la filière de la viande de brousse, pour essayer de mieux gérer notre faune sauvage. C'est un projet qui va mettre en valeur notre activité à nous tous. Parce qu'au village, nous vivons de la chasse. Moi, c'est M. Boukimbi Jonas, représentant des chasseurs de Bembikani. Les objectifs qui avaient attiré mon attention, c'était la préservation de notre ressource animale. Parce que c'est le plat de base du quotidien. Dans le contexte actuel, ce qui est important aussi, c'est la qualité. On veut de la bonne viande avec la sécurité que c'est pas contaminé, tout ça. Il y a eu Ebola au Gabon, mais les populations continuent à manger, par exemple, de la viande de singe. Or, on sait que la viande est le point d'entrée de beaucoup de maladies qui arrivent de la forêt. Et donc là, vraiment, il y a un besoin de sensibilisation. Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Le Gabon a connu une flambée d'Ebola en 1994, qui a causé 31 morts. Depuis, le virus a gagné l'Afrique de l'Ouest, où il a tué plus de 11 000 personnes en 2014. Mais pour les chasseurs comme Jonas, cette maladie est totalement incompréhensible. La chauve-souris. D'après les scientifiques, c'est lui qui a amené le virus d'Ebola. Naboula. Le gorille. On le mange. Mais seulement, il est protégé intégralement. Le singe a queue de soleil. On le consomme depuis nos aïeux. L'Ebola n'existait pas. Mais est-ce que le développement n'a pas donné un impact sur la nature qu'aujourd'hui on a la recrudescence de ces maladies? Puis avant, ça n'existait pas. Jonas, le chasseur, se pose les mêmes questions que Gaël, le virologue. Pourquoi y a-t-il de nouvelles maladies et quel est le lien avec l'environnement ? À 41 ans, Gaël affiche déjà une belle carrière. Après des études de vétérinaire au Sénégal et un doctorat en parasitologie à l'université de Montpellier, le chercheur est retourné au Gabon, où il est devenu chasseur de virus. Chasseur de virus, c'est un terme que je n'apprécie pas beaucoup parce que je le trouve un peu péjoratif, mais je me qualifierais plutôt comme un écologue de la santé. Parce que, en plus de chasser les virus, donc de les rechercher activement au sein de leur réservoir, je m'intéresse également aux facteurs écologiques qui peuvent contribuer à la propagation de ces virus-là.
Il y a une étude qui démontre que 2 ans après les activités de déforestation, on a vu apparaître des flambées de maladies à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Après 10 heures de piste, Gaël et ses collègues s'enfoncent dans la forêt tropicale. Le virologue est un spécialiste des chauves-souris qui représente, après les rongeurs et les primates, le 3e plus important réservoir de virus. Comment ne pas avoir peur des chauves-souris ? Ah, ça glisse, hein. Faites très attention. La grande famille des chauves-souris comprend plus de 1400 espèces. Certaines sont carnivores, d'autres se nourrissent de fruits, d'insectes ou de sang, comme le terrible Dracula. Dans cette grotte habitent des roussettes d'Égypte qui sont frugivores et des gigas qui sont insectivores. Il n'y a pas de chauve-souris dites à tête de marteau, considérées comme le réservoir d'Ebola, car elles vivent dans la cime des arbres fruitiers. Faut tendre. C'est bon les gars, on a notre moisson. Baisse. Tire là-bas. Les gars, venez, c'est bon. Alors ça, c'est une roussette d'Égypte. On va les enlever du filet, une à une, faire les prélèvements sur place là. Et une fois que c'est fini, on les relâche. Là, je vais faire un écouvillon buccal. Donc là, j'ai fait le buccal. Il faut faire le rectal pour celui-là et passer à l'autre. Alors, les roussettes d'Égypte sont porteuses de nombreux virus, des paramyxovirus, des flavivirus, des coronavirus aussi, mais chez lesquels on n'a pas démontré une pathogénicité pour l'homme. Je suis tombé amoureux des chauves-souris depuis que je travaille dessus. C'est les seuls mammifères volants. La particularité, c'est que ces animaux-là peuvent héberger des virus sans faire de maladie, sans présenter de signes cliniques. Dans la chaîne de transmission, les chauves-souris sont le réservoir d'un virus et il va avoir un autre intermédiaire qui va servir donc de pont, donc qui va assurer la transmission de ce virus-là de chauve-souris à l'homme. Et en général, ça peut être une espèce animale sauvage consommée, ça peut être une espèce animale domestique qui va jouer ce rôle de pont. La déforestation ou la destruction de leur habitat, toutes les conditions qui vont créer un stress chez les chauves-souris vont favoriser l'expression des virus. Le stress des chauves-souris. Jamais je n'aurais imaginé que des scientifiques travaillent sur un sujet aussi pointu. C'est pourtant la spécialité du laboratoire de Thomas Gillespie. Cet écologue de la santé dirige une vaste étude sur les mammifères volants au Costa Rica, le pays d'origine de sa collègue Amanda Vicente. Qu'est-ce que vous regardez ? Nous analysons les globules blancs dans le sang des chauves-souris. Ça permet de savoir si elles sont en bonne santé ou immunodéprimées. Nous avons ici 19 espèces de chauves-souris. Ces échantillons représentent des heures et des heures de travail. Tout à fait. Dans ces boîtes, il y a des centaines d'individus. On a des chauves-souris qui viennent de forêts intactes, d'autres viennent d'aires qui ont été transformées en zones de pâturage ou même d'habitation.
Nous voulons évaluer leur stress et comprendre son impact sur leur système immunitaire et leur capacité à être infectés par des agents pathogènes. Les chauves-souris sont stressées quand nous perturbons leur lieu de vie, quand nous réduisons leur accès à la nourriture. Quand on souffre de stress, on est plus facilement infecté par un agent pathogène et la capacité de défense du système immunitaire est réduite. La conséquence, c'est que les particules de virus peuvent donc se répandre en sautant d'une espèce à l'autre ou d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce. Est-ce que les chauves-souris sont nos ennemis? Les chauves-souris ne sont pas nos ennemis, nous dépendons d'elles. Les chauves-souris ont un rôle à jouer dans la nature. Il y en a qui mangent d'énormes quantités de moustiques. Ce sont des animaux qui jouent un rôle dans la pollinisation. Certaines mangent les nuisibles qui affectent les récoltes. On ne peut pas dire que la solution, c'est d'éliminer les chauves-souris. C'est nous le problème, pas les animaux. Serge Morand est parasitologue et écologue de la santé. Il vit en Thaïlande depuis une dizaine d'années. C'est l'un des grands spécialistes des rongeurs. Avec ses collègues de l'université de Bangkok, Serge a monté un vaste programme de recherche qui couvre 6 villages de la province de Nan. Les chercheurs posent des pièges pour effectuer un suivi des rongeurs selon leur type d'habitat. À proximité des maisons, dans les aires cultivées comme ici, ou en forêt. Ils travaillent en étroite collaboration avec les chefs de village, comme Lita Tamaziri, qui n'aura jamais une mission sur le terrain. Dans ce district, la forêt primaire a disparu en raison des cultures surbrûlées. Mais il y a 20 ans, toute activité de déforestation a été interdite par le gouvernement, car la désertification affectait la qualité de l'eau. Depuis, les arbres ont repoussé pour former une forêt secondaire qui est gérée par les villageois. Alors ici, on est dans le village, et là-haut, c'est la forêt communautaire. Quelle est l'histoire de cette forêt? ภูเขาหัวโล้นหลังจากนั้นก็ประมาณ20 ปีเนาะชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ห้ามเผาห้ามล่าสัตว์สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าห้ามเอามากินมาเป็นอาหาร J'étais très étonnée d'apprendre que vous mangez du rat. Vous mangez celui-ci? ใช้เป็นอาหารดีอย่างดีเลยเป็นอาหารมันอยู่ทั่วไปเลยเลยครับเนี่ยทั่วไปมันอยู่ได้อยู่ทุกพื้นที่ครับไม่ว่านาไม่ว่าไร่อยู่ในป่าก็มีเยอะครับหนู Et celui-ci aussi. โอ้ต้นนี้มันต้องต้นในป่าสุดยอดกับหนูหวายนี่แหละ หนูหวาย มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นหนูหวายนี่อร่อยครับ Il y a beaucoup de pangolins par ici? ก็มีอยู่แต่มันไม่มีมากเท่าไหร่ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะไปล่าเพราะว่ามีกฎระเบียบของหมู่บ้าน Après le pangolin, la chauve-souris. Il y en a beaucoup par ici? ตอนที่มีภูเขาหัวโล้นนี่มันไม่ค่อยมีนะภูเขาหัวโล้นอ่ะเพราะว่ามันที่ไหนมันก็ไฟไหม้เนาะหลังจากที่เราช่วยกันอนุรักษ์ห้ามเผาป่ามันก็สมบูรณ์ขึ้นเนาะมันก็คงจะมีลูกมีหลานอ่ะ มันก็คงมีลูกเหมือนกันนั่นแหละครับ
Depuis 10 ans, Serge et ses collègues arpentent la forêt secondaire pour évaluer l'évolution de la faune sauvage. La bonne nouvelle, c'est qu'elle revient. We have to check for this, so we can put one trap here for sure, first trap here. Les chercheurs ont posé des micros pour enregistrer les cris des animaux et des caméras pièges qui filment tout ce qui bouge devant l'objectif. Ici, c'est une grotte à chauves-souris. On veut savoir quels sont les animaux qui peuvent potentiellement interagir dans l'environnement des chauves-souris. Dans cette grotte vivent des chauves-souris insectivores qui sont proches des rhinolophes. Ces chauves-souris chinois sont suspectés d'être le réservoir du SARS-CoV-2, le coronavirus qui a provoqué la pandémie de Covid-19. Leur présence en Thaïlande n'a pas été confirmée. En revanche, on y a trouvé des chauves-souris ptéropus qui hébergent le virus Nipah dont le taux de mortalité est d'au moins 40%. In 1999, the Nipah virus spread in Sembilan state in Malaysia through the contact between humans and pigs. The disease claimed 108 lives, which was the most tragic epidemic in the history of Malaysia. Voilà, c'est une rencontre totalement impossible entre une chauve-souris, un cochon et un humain, et surtout dans un pays musulman qui ne mange pas de cochon, la Malaisie. Ces cochons-là, ils bougeaient pour aller à Singapour. Donc cette chauve-souris, c'est le réservoir du virus Nipah. Exactement. C'est une frugivore. Elle vit en Asie du Sud-Est, sur l'île de Bornéo. Mais Bornéo a commencé depuis quelques dizaines d'années à une déforestation relativement importante. Pourquoi ? Pour le palmier à huile. Donc de plus en plus de feux de forêt. Et donc ces chauves-souris, elles sont stressées parce que leur habitat a été brûlé. Et donc elles sont allées en Malaisie. Dans des endroits où il y a des plantations de fruits. Les chauves-souris arrivent sur ces manguiers qui sont au-dessus des élevages de cochons, mangent les mangues, défèquent avec le sur virus. les porcs. Voilà. On commence à avoir de la mortalité sur les cochons. On commence à avoir de la mortalité sur les gens qui élèvent les cochons dans les abattoirs de Singapour. Parce que le porc a 95% de gènes similaires à l'homme. Tout à fait. Et il est proche de l'humain par le phénomène même de la domestication. Immunologiquement, là, c'est aussi banco parce qu'on permet finalement à ces virus de s'adapter. Ils s'humanisent dans le cochon et ils passent après chez nous. Donc, quelle est l'importance de l'élevage intensif dans les pandémies ? Il faut reprendre les chiffres déjà de cet élevage intensif. On est arrivé à plus d'1,6 milliard de vaches. Le poids des vaches sur la planète est plus élevé que le poids de tous les humains. Les poulets, on en avait à peu près 5 milliards en 1960. En 2020, là, on en a 30 milliards. Et ces animaux-là sont tous génétiquement uniformes, mais aussi en même temps sont des amplificateurs fantastiques pour le lien avec la faune sauvage, qui est en diminution, elle, et le lien avec les humains. Pourquoi Nipah n'a pas été planétaire et SARS-CoV-2 est planétaire ? En 1970, on n'était que 400 millions de personnes à prendre l'avion, donc moi. En 2019, on était 4 milliards 300 millions environ. Ah ouais, c'est fou. C'est la globalisation. Et c'est la même chose pour le transport en bateau, pour la même chose pour le transport en camion. Donc on bouge tout, les animaux, les plantes, les humains, dans tous les sens. Pouf, c'est banco pour un virus. En quelques mois, il est sur toute la planète. Là, on va regarder. Qu'avons-nous attrapé ?
Regarde, Juliette, ce que nous avons attrapé. C'est comme espèce? Donc ça, c'est Rattus tanezumi. C'est le cousin du rat noir qui nous a fait très peur avec la peste. Hein. Il peut vivre ici, dans cet environnement, toi, avec des bananiers, mais il peut vivre aussi dans les maisons, dans les champs, et il peut vivre en forêt. Il héberge de très nombreux bactéries, virus et autres parasites qui peuvent nous causer beaucoup de problèmes. Il fait vraiment des ponts épidémiologiques entre espèces sauvages, domestiques et humains directement. D'un coup. Voilà. Et voilà, il est dedans. Abracadabra. Hello, guys. Et salut les gars, on en a un. First one, 61_07. Pourquoi on le met dans une boîte? On l'endort avec de l'isoflurane. J'ai jamais pensé que je pleurais pour un rat. Cette boîte n'est pas faite pour le tuer, mais pour le faire dormir. Ok, 99.4. Et we inject the microchips. On injecte une micropuce au rat pour pouvoir le tracer si nous le recapturons. Ça permet d'estimer la densité et l'abondance des rats. C'est le seul moyen. Capturer, marquer, recapturer. De plus, nous pouvons capturer un rongeur à un endroit et 3 jours plus tard à un autre endroit. Ça permet de connaître la diversité de leur habitat. Nous faisons vraiment de l'écologie. Quelle est la taille? 165 mm. J'ai l'impression que vous les aimez vraiment, les rongeurs. Ah, je les adore complètement. En fait, moi, je trouve ces animaux d'une réussite évolutive remarquable. Ils sont un peu partout, très associés aux humains, parce que ça fait depuis plusieurs milliers d'années qu'ils vivent avec nous, en collaboration avec nous, ou en compétition avec nous. Mais ils nous apportent quand même des maladies, donc on a peur des rats à cause de la peste noire dans le passé. Et l'idée quand même qu'on est en danger. Les rongeurs, c'est à peu près 40% de l'ensemble des mammifères, avec environ 2000 espèces. Donc évidemment, parce que c'est nombreux, ça héberge beaucoup de parasites, y compris des microbes potentiellement pathogènes pour les humains. Quelle est l'influence de l'environnement sur les rongeurs? Un environnement diversifié en termes niche climatique, niche habitat, écosystème, fait qu'on a une communauté de rongeurs diversifiée. Si on simplifie cet environnement, par exemple en coupant la forêt, en augmentant la densité urbaine, on va diminuer cette communauté de rongeurs. Donc tous ces changements environnementaux et qui se sont accélérés pendant les dernières décennies favorisent énormément le développement de certains rongeurs qui aiment particulièrement les habitats transformés par les humains. Regardez bien. On voit ici comment les humains ont transformé leur environnement pour pouvoir vivre. Ils ont construit le village et les routes, puis ils ont implanté les rizières, asséchées en cette période de l'année. On aperçoit aussi au premier plan 2 massifs d'arbres bien alignés. Ce sont des plantations d'EVA. Les fameux arbres à caoutchouc sont originaires d'Amazonie. Ils ont été importés par les colonisateurs britanniques et français au XIXe siècle. La Thaïlande représente aujourd'hui le premier producteur de latex en Asie pour le plus grand bonheur des moustiques. Et là, donc on voit bien le latex. Et donc là, les moustiques, c'est leur maison. C'est un très bon gîte larvaire, donc les moustiques peuvent venir ici et se reproduire.
Ces moustiques transmettent des virus qui peuvent être dengue, chikungunya, encéphalite japonaise. Alors on parle de reforestation. Est-ce que ça, c'est une forêt? Ah, pas du tout. C'est une plantation commerciale. Donc la forêt, pour moi, c'est multispécifique. Si c'est une plantation, si c'est monospécifique, c'est pas de la forêt. Donc les monocultures, en gros, sont pas bonnes pour la santé. Les monocultures sont absolument pas bonnes pour la santé des écosystèmes, pour la santé des animaux et pour la santé humaine. En 2014, Serge Morand a publié une étude sur l'Asie du Sud, où 124 épidémies ont été enregistrées de 1950 à 2008. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Particulièrement sur les dernières décennies, c'est une augmentation de l'empreinte écologique humaine, l'impact des humains sur les écosystèmes. On observe que l'Asie du Sud-Est est en zone très foncée. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. L'empreinte sur les écosystèmes s'assoit tout de suite sur la déforestation. Ici, on peut voir qu'elle est très forte sur Bornéo, très forte sur Sumatra, sur la Malaisie, là où on a une Nipah. Et on voit aussi un peu le Laos et le Vietnam dedans. La déforestation, c'est la perte de biodiversité. Alors on prend une nouvelle carte, c'est le nombre d'espèces de mammifères et d'oiseaux qui sont potentiellement en voie d'extinction. On observe que l'Asie du Sud-Est est en zone très foncée, c'est-à-dire que nous sommes dans un point chaud de perte de biodiversité au niveau mondial. Prenons maintenant la carte des épidémies de 1950 à 2008. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est pratiquement la même chose. Les deux cartes se superposent parfaitement. On le voit en Asie du Sud-Est, mais on le voit aussi en Amérique latine, on le voit aussi en Chine, on le voit aussi aux États-Unis. Et au Brésil, c'est aussi pareil. Exactement, on voit bien une corrélation parfaite entre le nombre d'espèces en danger et le nombre d'épidémies de maladies infectieuses liées aux animaux, ce qu'on appelle des zoonoses, au niveau mondial et spécialement sur l'Asie du Sud-Est. Plus on déforeste dans un pays, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémies. C'est la fabrique des pandémies. Quels sont les mécanismes écologiques qui expliquent les corrélations mises au jour par Serge Morand? Cette question est au cœur des travaux de Richard Husfeld et Felicia Kissing, un couple de biologistes et écologues de la santé qui travaillent depuis 30 ans sur la maladie de Lyme. Ici, il y a beaucoup de cas de maladie de Lyme. Pourquoi? Nous avons une population abondante de tiques à pattes noires. C'est un territoire où la forêt est très fragmentée avec des gens qui y vivent. Ils se font mordre et tombent malades. C'est une situation idéale pour le développement de la maladie de Lyme. On dit que vous êtes des chasseurs de tiques. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai plus l'impression que ce sont eux qui nous poursuivent. Il est vrai que nous essayons de les trouver car nous avons besoin de les capturer pour les étudier. Est-ce que les tiques sautent? Non, les tiques ne sautent pas, contrairement aux rumeurs. Elles ne font que ramper. Elles attendent notre passage sur des plantes ou sur le sol. La maladie de Lyme a explosé aux États-Unis, où elle affecte chaque année 300 000 personnes. Elle provoque des douleurs articulaires et parfois une paralysie des membres.
Elle est causée par une bactérie au nom imprononçable, Borrelia burgdorferi, dont le réservoir est un petit rongeur appelé souris à pattes blanches. C'est une souris à pattes blanches. Je l'attrape par la queue et le cou. Je regarde si elle a des tiques sur les oreilles. Ça, c'est des larves de tiques qui sont là depuis plusieurs jours. Elles se gorgent de sang. Nous ne retirons pas les tiques, nous les comptons simplement. Elle pèse 27 grammes. Donc, vous la remettez où elle était? Oui. Les tiques ne sont pas des réservoirs, mais des vecteurs? Oui, elles transmettent la bactérie d'un hôte à l'autre. Il faut savoir que chaque nouvelle génération de tiques naît sans être affectée par la Borrelia burgdorferi. Si les tiques font leur premier repas sanguin sur une souris à pattes blanches, il y a de fortes chances qu'elles soient infectées. Elles peuvent alors nous transmettre la maladie quand elles nous piquent. Quel type de rongeur est la souris à pattes blanches? C'est ce qu'on appelle un généraliste. Cela signifie qu'elle peut vivre dans des habitats très différents, qu'elle peut manger n'importe quoi. Si un aliment vient à manquer, elle se rabat sur un autre. Quelle est la différence entre un rongeur généraliste et un rongeur spécialiste? Les spécialistes ont besoin d'un habitat spécifique pour se développer, comme par exemple le porc-épic. On les trouve dans les forêts intactes. Ils se reproduisent beaucoup plus lentement. Ils sont très affectés par l'impact des humains sur l'environnement. Les chercheurs ont montré que les espèces généralistes, comme la souris à pattes blanches, sont celles qui nous transmettent les virus et les bactéries. Quel est le lien entre la destruction ou la fragmentation de la forêt et le risque de maladie de Lyme aux États-Unis? Nous avons montré que dans les plus petites parcelles de forêt, le risque était 5 fois plus grand que dans les grandes aires de forêts intactes. La densité des souris à pattes blanches est beaucoup plus grande dans les petites parcelles. Du coup, il y a aussi plus de tiques dans les petites parcelles, mais aussi plus de tiques infectées par la bactérie de la maladie de Lyme. Une fois de plus, j'ai été impressionnée par l'énorme travail d'investigation réalisé par les chercheurs. Richard et Felicia ont conduit de multiples études pour comprendre pourquoi les souris à pattes blanches et les tiques infectées prolifèrent quand nous, les humains, maltraitons la forêt. Dans leur jargon, la souris à pattes blanches est un hôte compétent pour la bactérie de Lyme, parce qu'elle infecte 90% des tiques qui se nourrissent sur elle. En revanche, la majorité des animaux qui vivent dans la forêt sont, eux, des hôtes non compétents. Voici un hôte non compétent. Une tique qui se nourrit sur un cerf de Virginie a 3% de chance d'être infectée par la bactérie de Lyme. Le raton laveur est aussi un hôte non compétent. Le lynx non compétent. Voici un autre hôte non compétent, l'opossum de Virginie. 90% des tiques qui essaient de se nourrir sur ce bel animal sont tuées quand il fait sa toilette.
Les opossums sont de très bons hôtes de dilution. Vous avez inventé le concept de l'effet dilution. Qu'est-ce qu'il révèle? L'effet dilution montre que lorsqu'il y a une grande diversité d'espèces sur un territoire, cela dilue l'impact des espèces qui sont capables d'infecter les tiques avec la bactérie de Lyme. Les espèces qui cohabitent avec les souris détournent les tiques vers leur propre corps. Donc, elles diluent l'impact des souris. Lorsque les forêts sont fragmentées, les espèces de grande taille qui ont besoin de beaucoup d'espace pour vivre disparaissent. Pouvez-vous nous donner un exemple? Les renards sont des hôtes peu compétents, mais ils sont aussi d'excellents chasseurs de souris. Ils mangent beaucoup de souris et de petits mammifères. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que les prédateurs sont dangereux pour les humains, mais en fait, ils nous protègent. C'est exact. Nous les percevons comme une menace, mais en réalité, c'est le contraire. Lorsque la forêt est fragmentée, on écarte les espèces protectrices et on augmente la population des espèces les plus dangereuses, mais aussi le risque d'un nombre important de maladies. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien entre la perte de biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses? Très clairement, les espèces les plus susceptibles de nous transmettre de nouveaux agents pathogènes sont les mêmes qui prospèrent lorsque la diversité diminue. Jamais je n'oublierai ces moments magiques dans l'un des plus beaux sanctuaires ornithologiques du monde. La vie sauvage. « 300 espèces d'oiseaux vivent ou transitent dans cet écrin de biodiversité, niché au cœur de la mangrove, un écosystème marécageux où règnent les palétuviers. C'est comme une cathédrale. Hey, look. Regarde, Qu'est-ce que c'est? c'est un passage pour les animaux. Et on peut voir leurs empreintes. Il y a des ratons laveurs, des opossums, différentes espèces d'oiseaux, et même des félins, comme des oslots ou des jaguars. Ça, c'est un signe de biodiversité. Oui, c'est une façon de mesurer la biodiversité. Mon guide s'appelle Gerardo Suzanne. Après des études de vétérinaire, il a fait un doctorat de biologie aux États-Unis sur l'effet dilution. Aujourd'hui, il dirige un laboratoire international dont le but est de mesurer l'effet dilution dans des aires protégées comme celle de Celestun. La mangrove est un des écosystèmes les plus riches sur Terre. C'est une connexion entre les espèces marines et terrestres qui offre des niches pour une grande diversité de poissons, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères. Voici un très joli rongeur que l'on ne trouve que dans une zone préservée.
Il vit dans les arbres et ne mange qu'un certain type de graines typiques de cet environnement. Sa niche est là-haut. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste. On ne le trouve pas dans les zones agricoles ou d'élevage, mais uniquement ici. Il est très important pour les agents pathogènes parce qu'il n'est pas compétent. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est parfait. Si on coupe la mangrove, on va perdre ce genre d'espèce. Cette chauve-souris est aussi une spécialiste qui vit uniquement dans cet environnement. Elle mange et donc réduit la population de moustiques. Si elle disparaît, les moustiques vont proliférer. Donc on a besoin d'elle. Ah oui, on en a besoin. Si elle disparaît, On se fera piquer et on attrapera de nombreuses maladies. comme le Nil occidental, la dengue et d'autres. Ce jour-là, nous nous sommes levés à 4 heures du matin, en pleine nuit. Pour Gerardo et ses collègues, c'est le moment idéal pour poser des pièges. Un oiseau. L'aube. J'ai entendu l'aube se lever, comme si c'était la première fois. Pourquoi vous les attrapez? On fait des prises de sang pour détecter les agents pathogènes. Il n'est pas blessé? Non, il va bien. Ici, il y a une grande diversité d'oiseaux. Souvent, nous ignorons s'ils sont porteurs de pathogènes. Nous essayons de comprendre comment certaines espèces sont liées à certains pathogènes. Dans le laboratoire de Gerardo, chacun a sa spécialité, pour ne pas dire son obsession. Comme David Royce, un entomologiste espagnol qui connaît tout, ou presque, sur les moustiques. Voici un piège à moustiques. Nous les capturons pour voir s'ils ont des virus. Parce que les moustiques sont les vecteurs de nombreuses maladies, comme le paludisme, la dengue, la fièvre jaune, le Zika, le chikungunya et le virus du Nil occidental. Ici, ce sont des moustiques Culex qui sont les vecteurs du virus du Nil occidental. C'est quel type de maladie? C'est une méningite et une encéphalite. Ça donne de la fièvre. 90% des cas sont asymptomatiques, mais une personne sur 10 peut en mourir. Comme pour la grippe, certains oiseaux sauvages sont le réservoir du virus du Nil occidental, mais pas les colibris. Des seringues et un tube. Ce très bel oiseau est un martin-pêcheur. C'est un spécialiste. Il vit près des rivières, non polluées, dans des écosystèmes sains. 5 centímetros. Il peut héberger des pathogènes, mais pas ceux que nous cherchons. Nous prélevons des matières fécales. Ça permet d'analyser la flore intestinale et les bactéries transmises par les excréments. On peut identifier le virus du Nil occidental dans ce type d'échantillon grâce à un test PCR.
Il est compétent ou non compétent? No competent. Non compétent. Non compétent. La plupart des espèces que nous collectons dans cette aire protégée sont non compétentes. Non compétent pour le virus du Nil occidental. Le virus du Nil occidental est transmis par des moustiques. Donc, quand un moustique pique un oiseau non compétent et qu'après il pique un humain, il ne transmet pas la maladie. C'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Exactement, c'est l'effet dilution. Plus il y a d'espèces non compétentes, moins il y a de maladies pour nous. À l'inverse, dans les aires d'habitation humaine, de bétail ou d'agriculture, il y a plus d'espèces capables de transmettre des agents pathogènes. Oh oui. Le lendemain, changement total de décor. Le laboratoire de Gerardo s'est installé dans une aire agricole qui fut longtemps dédiée à la monoculture d'agaves. Isabelle, vámonos. Aujourd'hui, Arsenio y pratique l'élevage. Vamos, Pinta, Tejano. Ce jour-là, le paysan reçoit la visite de Senora Monchal, une épidémiologiste du ministère de la Santé, spécialiste des nouvelles maladies infectieuses. Y en el pueblo hubo Zika. Sí, hubo como 3 casos. No se conocía antes. Creo que solo en Brasil había, hasta en que llegó aquí. Son enfermedades nuevas, posiblemente por la tala de tantos árboles. La ganadería deforesta mucho, junto con la industria. Ici, les oiseaux sont majoritairement porteurs du virus du Nil occidental. Cet oiseau est une Passerina cyanea. Il est courant dans les aires agricoles. Il est compétent pour le virus du Nil occidental. Chez les rongeurs, ce sont aussi les généralistes qui dominent. C'est un hétéromydé. Cette espèce a 2 poches où elle stocke des graines. Ça permet de les disperser dans la forêt. Un peu comme les abeilles. Oui, exactement, comme les abeilles. Il rend service à la forêt. C'est un généraliste. Il peut vivre dans divers environnements. C'est à cause des activités humaines qu'il prolifère. Il peut être porteur d'antavirus et d'adénovirus, mais ce n'est pas le meilleur réservoir pour les antavirus. Je n'avais jamais entendu parler des antavirus, dont Gerardo est spécialiste. Il m'a raconté que ces virus existent depuis 30 millions d'années, associés à des rongeurs. Mais ils n'étaient pas un problème pour les humains. Jusqu'en 1993, où un mal inconnu a défrayé la chronique des États-Unis. We begin with a mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The flu-like illness is taking a toll on a Navajo reservation. The disease has already killed 10 people, and doctors are looking into 25 other suspected cases. It strikes suddenly and can kill in a day. Quand on entend ça, en pleine pandémie de Covid, on réalise à quel point c'était un vrai signal d'alerte. Le coupable,
a finalement été identifié. Un hantavirus qui prolifère dans les monocultures. Dans les Amériques, il provoque une maladie pulmonaire dont le taux de mortalité peut atteindre 40%. Il peut infecter les humains qui entrent en contact avec de la terre ou des aliments souillés par les déjections des rongeurs. L'hantavirus, qui a émergé en 1993, a été baptisé Sin Nombre, sans nom, parce qu'il était totalement inconnu. Quel est le réservoir du virus Sin Nombre? C'est la souris sylvestre, Peromyscus maniculatus. Qui est cette créature? On la trouve dans une très grande aire géographique. C'est une vraie généraliste. Voici un autre petit rongeur généraliste qui est présent dans les aires agricoles en Amérique centrale. Il est porteur d'un autre hantavirus qui peut provoquer la mort ou de graves problèmes de santé. Est-ce que l'effet dilution marche pour les maladies à hantavirus? Ça a été démontré pour 6 maladies à hantavirus différentes, en Europe comme aux Amériques. Quand on fait des monocultures, par définition, on réduit la biodiversité et on crée un environnement propice à la prolifération de ces autres réservoirs. Et cela provoque l'émergence de maladies. L'émergence des hantavirus, d'Ebola, du SRAS, du Nipah montre une violente réaction de la nature. Que doit-on en apprendre? Notre mode de vie a provoqué l'accumulation d'une dette environnementale. Nous commençons à la payer à travers le changement climatique, la perte de biodiversité et les pandémies. Nous devons revoir notre manière de vivre pour cesser d'endommager l'environnement. Comment réduire notre impact sur l'environnement? Pour répondre à cette question fondamentale, nous sommes allés au pays des Maasai, dont le territoire s'étend jusqu'en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro. Ce peuple, semi-nomade, vit de l'élevage. Les Maasai font paître leurs troupeaux dans la savane, au milieu de la faune sauvage, en harmonie avec leur environnement. Ces pratiques pastorales ont inspiré les concepteurs de One Health, en français Une seule santé, qui est devenu le mot d'ordre de l'ONU et est promu par tous les scientifiques que nous avons rencontrés. Ce jour-là, Joséphine Goh, la représentante britannique de l'UNEP, l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, est venue présider l'inauguration d'un laboratoire qui fait partie d'un programme One Health, financé par le Royaume-Uni dans 4 pays africains, dont le Kenya. Avec aux manettes, un trio pluridisciplinaire de scientifiques qui sont professeurs de médecine, Dismas Ongor, de l'université de Nairobi. biologistes, Eric Fev, de l'université de Liverpool et de l'Institut international de recherche sur le bétail de Nairobi. et zoologues, Matthew Bayliss, Université de Liverpool, Royaume-Uni. avec 2 invités vétérinaires. Jacob Zinstak, Institut suisse de médecine tropicale et publique. Yahya Maïdane, Université de Jigjiga, Éthiopie. Dès qu'on regarde à l'extérieur de cette tente, on peut constater à quel point les animaux et l'environnement sont intimement liés aux gens qui vivent dans cette région. C'est vraiment le cœur de One Health. Ne pas dissocier la santé des animaux, la santé des humains et la santé de l'environnement dans lequel nous vivons.
La pandémie de Covid-19 a été un coup de semonce pour le monde. Nous voyons aujourd'hui les conséquences de ne pas avoir vraiment compris le sens de One Health, c'est-à-dire les interactions entre les humains, les animaux et l'environnement. Après l'inauguration, les chercheurs rencontrent une communauté Maasai qui vit près du parc national d'Amboseli. Ils viennent présenter le laboratoire One Health qui permettra de coordonner le suivi médical des animaux et des humains. Jacob, le Suisse, et Yaya conduisent un programme similaire en Éthiopie qui inspire leurs collègues britanniques et kenyans. Check. Hii ni gani? Serum. Iko ugonjwa yote hii? Hakuna. Hii ni gani? Kwa Kimasai inaitwa iko. Il y a beaucoup de maladies qui passent des animaux aux hommes. Notre travail est d'aider les communautés à se protéger des maladies que les animaux peuvent donner. Le plus important, c'est de contrôler les maladies à travers un système de veille. Dans nos communautés, nous avons des agents de la santé qui travaillent à la fois pour les humains et les animaux. C'est le seul moyen de prévenir les prochaines pandémies. One Health est clairement un changement de paradigme par rapport aux vieilles pratiques où les professions médicales, vétérinaires et environnementales sont séparées. One Health est très important pour comprendre comment différents facteurs concourent à l'émergence d'une pandémie. Si nous voulons avoir une approche globale et holistique du problème, il faut que nous travaillions ensemble. L'approche transdisciplinaire que tu évoques signifie aussi que nous, les scientifiques, collaborions avec des acteurs non scientifiques comme les communautés. Seul ce travail en commun nous permettra de trouver des solutions adaptées localement. En particulier ici, au pays des Maasai, qui sont connus dans le monde entier pour leur respect pour les animaux et l'environnement. Nous pouvons apprendre beaucoup de leur expérience à travers le temps. Alors, on pourra tous vivre dans un monde meilleur. « 900 000 Maasai vivent au Kenya, dans des bomas, des structures communautaires où cohabitent les humains et les animaux. Les troupeaux passent la nuit au centre du boma pour les protéger contre les attaques des prédateurs, comme les lions et les hyènes. Chaque journée commence par la traite des vaches, mais chez les Maasai, on n'arrache pas les veaux à leur mère. On partage le lait, qui constitue l'aliment de base des familles. Parmvat est le chef du boma. L'une de ses vaches est atteinte d'un mal inconnu. Il a contacté le vétérinaire qui collabore avec le laboratoire One Health et qui est lui-même Maasai. C'est un parasite. La peau part facilement? Vous devriez l'observer au microscope. Si c'est la gale, vous le verrez. Est-ce que c'est le seul animal du troupeau qui est malade? Il y en a 4. C'est la première fois qu'on voit ce genre de maladie. C'est une maladie qui ne touche que le bétail.
Il faut traiter les quatre ensemble. Je voudrais poser une question à Yaya. Vous vivez aussi au milieu des animaux sauvages? Oui, on a des lions, des léopards, mais beaucoup moins que chez les Maasai. Comment faites-vous pour vivre avec ces grands prédateurs? Ils ont un rôle important dans l'écosystème parce qu'ils maintiennent un équilibre dans la faune en contrôlant la population des autres animaux. En Europe, on a essayé de réintroduire un peu partout de grands animaux sauvages et des prédateurs, comme le loup ou le lynx. Et on a rencontré beaucoup de résistance chez la population. Ce serait bien que vous puissiez échanger avec les gens de chez nous pour expliquer comment on peut cohabiter avec la faune sauvage en préservant le milieu naturel. Nous devons protéger l'environnement et donc ne plus couper les arbres ni tuer les animaux. Tout est interconnecté. Tout est interconnecté. Cette vérité trop oubliée est le mot d'ordre de cette station One Health, qui dépend de l'Institut international de recherche sur le bétail de Nairobi. Dans cette ferme expérimentale de 1300 hectares, cohabitent des animaux sauvages et des troupeaux d'animaux domestiques, et notamment des chameaux. Au Kenya, on compte 3 millions de dromadaires qui sont élevés pour la viande ou le lait. Mais ils sont sous haute surveillance depuis qu'en 2012, un virus inconnu a fait son apparition en Arabie Saoudite. A deadly virus from the Middle East has turned up for the very first time right here in the United States. It's called MERS, which is an acronym for Middle East Respiratory Syndrome. It's apparently been found in camels. Health officials don't know how it's spreading to humans. What is MERS? Tell me about MERS est un coronavirus avec un taux de mortalité d'environ 35%. Il vient des chauves-souris, mais maintenant le chameau est devenu le premier réservoir pour les humains. Come on, boys. Come on. Easy. Pauvres chameaux, ils subissent les mêmes tourments que nous, les humains. On leur fait des tests PCR qu'ils n'apprécient guère. Éric Fèvre et ses collègues veulent comprendre pourquoi le virus MERS, qui est détecté chez 50% des dromadaires, n'a pas fait de victimes humaines au Kenya, contrairement à celui qui circule au Moyen-Orient. Ils veulent aussi comprendre pourquoi les coronavirus de chauve-souris se sont mis subitement à affecter les humains. La première fois, c'était en 2002, avec le SARS-CoV-1, qui a provoqué une épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, d'abord en Chine, puis à Hong Kong. Il y a plus de 200 différents coronavirus connus qu'on trouve surtout chez les animaux domestiques et sauvages. On avait l'habitude de soigner des coronavirus chez les chats, les chiens, les vaches, les cochons, les poulets. On ne s'est jamais senti menacé. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils sautent maintenant chez les humains et qu'ils se transmettent massivement entre humains. C'est vraiment nouveau. Voilà comment je vois les choses. Les virus ont une clé, et cette clé ouvre certaines portes. Nous cherchons à comprendre quand les coronavirus et d'autres virus vont être capables de changer leur clé pour ouvrir la porte des humains. Nous espérons vraiment qu'à la suite du Covid-19, le monde va apprendre et évoluer vers l'approche One Health. C'est notre seule chance de prévenir, ou en tout cas de contenir de nouvelles épidémies.
C'est à Madagascar que j'ai vraiment compris que les grands défis auxquels l'humanité est confrontée sont intimement liés. La destruction de la biodiversité, l'émergence de maladies infectieuses et le changement climatique. Nous sommes arrivés dans le district du parc national de Ranomafana, au moment où frappait le 3e cyclone de la saison. Depuis que le climat se détraque, les cyclones sont de plus en plus fréquents et violents. Dès le petit matin, les habitants ont retroussé leurs manches pour dégager et réparer les routes, dans un élan de solidarité qui m'a bouleversée. Des dizaines de familles vivant dans l'arrière-pays se sont réfugiées dans l'école et une salle paroissiale de la petite ville de Ranomafana. Certaines ont tout perdu. Et là, je dois dire que j'avais la rage. Misy ny valanaretina zany izay ateraky ny fandalovan'ny cyclone, ny aretim-pivalanana, ny tazomoka. Inona le hitantsika ny entina teo? Moustiquaire ataontsika miaraka andray mandeha sa roa telo? Moustiquaire! Dia misy ny fizarana an'ireto kit hygiène reto, misy bodofotsy ao, misy kasibozy, clean, savony ary moustiquaire natao hiarovana antsika, zany hoe mahakasika an'izay fahasalamana hozarainantsika ao. Madagascar est l'un des pays les plus déforestés du monde. 90% des forêts primaires ont disparu. Un processus commencé du temps de la colonisation française qui a encouragé la surexploitation des arbres exotiques, dont regorgeait la Grande Île. Le tableau est sombre, mais il y a des lueurs d'espoir. Ces hommes et ces femmes se sont portés volontaires pour un vaste programme de reforestation. Ils ont répondu à l'appel de cette femme exceptionnelle, Patricia Wright, accompagnée de Thomas Gillespie, le spécialiste des chauves-souris d'Atlanta. Patricia est une primatologue américaine. Elle a créé en 2003 le centre Valbio, qui incarne aujourd'hui un nouveau concept de développement baptisé la santé planétaire. C'est important de planter les arbres pour commencer une nouvelle forêt. Thank you. Thank you. Here we are. Nous sommes en plein dans l'esprit du Centre Valbio. Chacun ici a une mission différente, mais nous travaillons tous pour la santé planétaire, pour que les gens et les animaux sauvages puissent survivre ensemble dans le futur. Ce jour-là, 3 espèces d'arbres
endémiques à Madagascar, ont été plantés. Pas d'eucalyptus ni de palmiers à huile, qui poussent certes très vite, mais qui à terme érodent les sols. Valoriser la biodiversité, c'est l'objectif du centre Valbio qui emploie 130 salariés peu visibles en ces temps de cyclone. Installé à l'entrée du parc national de Ranomafana, cet institut de recherche unique au monde permet d'étudier in situ la faune sauvage, mais aussi les multiples services écosystémiques que la forêt tropicale rend gratuitement à l'humanité. Elle produit l'oxygène que nous respirons. Elle absorbe et filtre l'eau des fortes pluies tropicales. Elle capte et stocke le carbone de l'atmosphère, ce qui est bon pour le climat. Elle purifie l'air en assimilant les polluants. Et bien sûr, elle régule les maladies. Tout ça, ce sont les bienfaits des arbres. Regarde, c'est un voara. C'est un arbre très grand et très vieux. Les lémuriens viennent y manger les figues quand elles sont mûres. Là-haut, il y a un épiphyte qu'on appelle une fougère nid d'oiseau. C'est comme un petit écosystème dans les arbres. Quand il y a une sécheresse, les grenouilles et les insectes vont hiberner au milieu des racines. Cette plante est importante pour résister au changement climatique, car c'est un refuge pour les animaux. Patricia est arrivée en 1986 dans ce sanctuaire de l'extraordinaire biodiversité malgache. Et elle a eu un vrai coup de foudre pour les lémuriens, ces primates qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Regarde, les lémuriens dans les arbres. Ils sont en train de manger. C'est incroyable comme c'est beau. Ils vont sauter. Ils sautent. Ça s'appelle l'accrochage vertical et saut. Comment êtes-vous tombée amoureuse des lémuriens? Je marchais le long de la piste quand soudain, à 1 mètre de moi, il y avait un sifaka. Il m'a regardé dans les yeux. Il avait des yeux orange magnifiques, couleur d'ambre. Il m'a regardé avec l'air de dire « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis dit « Ah, je veux t'étudier !» Il y a 110 espèces de lémuriens à Madagascar. Voici le lémur bambou doré. C'est moi qui l'ai découvert ici dans cette forêt. Il mange du bambou toute la journée. Et là, c'est l'Indri, le plus grand des lémuriens. C'est le chanteur d'opéra des lémuriens. 94% des lémuriens sont en danger d'extinction. La raison principale, c'est la disparition de la forêt. Les lémuriens sont des espèces parapluies pour toute la biodiversité de cette forêt. Qu'entendez-vous par parapluie? Ils protègent toutes les autres espèces. Ils sont comme une bannière. Les gens n'ont pas réalisé à quelle vitesse les écosystèmes disparaissent partout dans le monde, notamment les forêts tropicales qui sont essentielles pour nous. Elles nous protègent du changement climatique, des pandémies et garantissent les services écosystémiques que la biodiversité nous fournit. Est-ce qu'on peut préserver les lémuriens sans s'attaquer à la pauvreté? Impossible. Les gens qui habitent autour de ce parc sont très pauvres.
Ils ont besoin des arbres pour cuisiner. Ils détruisent la forêt pour planter des haricots ou du riz. Nous travaillons sur des alternatives en essayant de les aider pour la santé, l'éducation et leurs moyens de subsistance. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 80% des 27 millions d'habitants vivent, ou plutôt survivent, en zone rurale, loin de tout. Ici, on se déplace à pied, au milieu des collines pelées. Chaque année, 100 000 hectares de forêt partent en fumée pour pratiquer l'agriculture sur brûlis ou faire du charbon. Alors là, on arrive au site communautaire d'Ambatsiputsi. C'est un petit village, donc c'est là qu'il y a les agents communautaires qu'on va visiter. Andrés Karchitonera, chercheur à l'IRD, et l'épidémiologiste Laura Cordier travaillent pour l'association Pivot, qui a été créée en 2014 avec le soutien du Centre Valbio. Sa mission est de favoriser l'accès aux soins en partenariat avec le ministère de la Santé. À Madagascar, un enfant sur 6 meurt avant l'âge d'1 an en raison de maladies liées à l'environnement, comme la diarrhée, les pathologies respiratoires ou le paludisme. Dans chaque village, Pivot ouvre un poste de santé géré par des volontaires qui ont été formés pour procurer les premiers soins et détecter les maladies. En regardant le paysage qui entoure ce petit village, j'ai compris que la préservation des forêts, qui est cruciale pour notre santé, passe par l'éradication de la pauvreté. Le sort des Malgaches est définitivement l'affaire de tous. Comment vivre avec la forêt sans la détruire? Le centre Valbio, quand ils ont approché la communauté qui entoure le parc, ils ont demandé « Vous avez besoin de quoi pour préserver ce parc ?» Et la réponse, c'est la santé et l'éducation. Nous collaborons avec le centre Valbio pour que les gens qui sont censés protéger la forêt aient accès aux soins pour pouvoir protéger cette forêt et que la forêt les protège. Donc ça, c'est un nouveau concept de développement global. Donc vous êtes un laboratoire. Oui, ça fait vraiment partie de notre vision, c'est de rompre le cycle de la pauvreté et de la maladie, dans les deux sens. Les dynamiques environnementales, les dynamiques des populations humaines, les dynamiques économiques, tout ça c'est très lié. Donc on a besoin vraiment des approches multidisciplinaires. Ça permet vraiment d'innover et d'influencer ensuite les politiques nationales et internationales. Pour rompre le cycle de la pauvreté, le centre Valbio soutient l'activité économique dans le district de Ranomafana. Il a financé un alambic collectif qui permet de distiller des huiles essentielles à partir de plantes médicinales cultivées au milieu des arbres. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ce jour-là, une quinzaine de paysans et de guérisseurs traditionnels ont apporté des feuilles de camphrier pour fabriquer du Ravinsara, la reine des huiles essentielles vendues dans le monde entier. Alors, ça sont des feuilles de Ravinsara. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Ravinsara? Et pourquoi c'est important de garder ces traditions médicinales avec les plantes?
Quelle est la relation entre le centre Valbio et ces guérisseurs traditionnels qui travaillent dans les villages? Depuis le début, le centre se consacre à valoriser la biodiversité. Ici, il y a des liens uniques, avec une biodiversité unique. Et les plantes médicinales font partie de ce savoir. La santé planétaire vise à réunir toutes les manières de comprendre la complexité de l'environnement et notre lien avec lui. Regardez cette lampe dans la nuit. J'aimerais tellement qu'elle éclaire les politiques pour qu'ils comprennent que la santé des humains dépend de celle de l'environnement et des animaux sauvages qui y vivent. Le plus petit de tous les primates. Comme ce Microcebus, un tout petit lémurien nocturne qui ne supporte pas la lumière du jour. Il a des yeux incroyables. Il regarde vraiment. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Leur patrimoine génétique est très proche du nôtre. Ce sont nos lointains cousins. Est-ce qu'ils sont un signal d'alerte pour nous? Ce sont de vrais sentinelles pour nous. Les défis qu'ils rencontrent sont aussi ceux auxquels nous serons bientôt confrontés. Il nous reste peu de temps pour voir la réalité en face et changer de cap. Sinon, nous serons sur la même voie que les autres espèces. L'extinction. L'extinction. Nous devons changer. Et c'est maintenant. Aie confiance, petit lémurien. Depuis que j'ai rencontré Rodolphe, Gaël, Serge, Rick et Félicia, Gerardo et David, Matthew, Eric et Jacob, Thomas et Patricia, j'ai compris qu'il était encore temps de sauver la biodiversité, qui est notre maison commune, à condition d'agir au plus vite. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent. Le taux actuel de perte de biodiversité est entre 100 et 1000 fois supérieur au pire épisode d'extinction qu'a connu l'histoire de notre planète. Il faut recréer du lien entre les humains et les non-humains. C'est-à-dire il faut réapprendre à vivre ensemble. Ça, c'est la seule solution. Nous devons changer notre rapport de domination envers la nature. Nous sommes embarqués dans un système politique et économique qui nous pousse à être aveugles aux conséquences de nos actions. On s'est rendu compte que les causes majeures, déforestation et tout ça, c'était lié à l'économie, au modèle économique qu'on avait de croissance infinie sur une planète qui est finie. On ne peut pas continuer cette exploitation effrénée des ressources qui enrichit quelques-uns en ne laissant rien aux autres. Les solutions sont partout, en ville, à la campagne, dans notre manière de nous fournir en nourriture ou en énergie. Il faut tout repenser. Il faut un système de production alimentaire durable qui protège l'environnement. Il y a 4 produits principaux qui détruisent les écosystèmes. L'huile de palme, le soja, le bétail et le bois. Si nous réduisons tous notre consommation de produits animaux, ce sera très bénéfique pour l'environnement. Si on préserve la nature, on réduit le risque de pandémie et on réduit aussi l'impact du réchauffement climatique. Ce sont les mêmes causes. Non seulement elles se superposent, mais elles sont même imbriquées. Les États ont un rôle important à jouer, car beaucoup de problèmes ne pourront être résolus par des acteurs privés. Ça demande du courage de la part des politiques. Mais vous n'avez pas envie de leur dire « Mais merde! Bougez votre cul !»
All these years you tried to raise someone.